Les pays arabes et européens, des colonies américaines. Il suffirait aux États-Unis de Joe Biden d'intimer l'ordre d'un cessez-le-feu dans le génocide entrepris à Gaza que Netanyahou s'exécuterait aussitôt. Mais Netanyahou sait parfaitement qu'il est autorisé depuis le 7 octobre à s'approprier Gaza et la Cisjordanie et à tuer, massacrer et déplacer à bon compte. Netanyahou l'Américain est le garant des intérêts des États-Unis au Moyen-Orient. Il a une mission et n'a que faire des morts israéliens et encore moins, des morts palestiniens. Les morts d'un côté comme de l'autre ne sont que des valeurs d'ajustement au gré des intérêts américains dans la région. En tout cas, le peuple palestinien n'a pas fini de verser du sang et des larmes, sur ces terres spoliées par l'agression barbare des uns et le silence mortel des autres. Certains osent même prétendre, la main sur le cœur, leur refus d'aider les populations de Gaza au motif qu'ils pourraient constituer une nouvelle épreuve pour leur propre sécurité. Une sécurité, par ailleurs très précaire. Ils oublient, cependant, que la raison d'être de Netanyahou et de sa clique de suprémacistes est de maintenir toute la région moyen-orientale dans un abîme d'insécurité permanente, histoire de garantir aux parrains impérialistes américains la domination sur le pétrole et le gaz, quand bien même les menaces chinoises, russes et iraniennes se font de plus en plus sérieuses et de plus en plus imminentes. Il en va, ainsi, de quelques États arabes qui ont littéralement tourné le dos à la cause palestinienne, certains ayant même embrassé la main de ces suprémacistes israéliens, tout ensanglantés, du sang des morts de Gaza et de Cisjordanie. Décidément, les États arabes n'ont même pas la volonté ou l'audace de certains États de l'Amérique du Sud, pourtant très chrétiens, de rompre leurs relations avec Israël. Quand Israël massacre des femmes et des enfants, les États arabes se réunissent pour condamner et en appellent à l'impuissante et stérile Organisation des Nations Unies. Les États arabes, dont la plupart d'entre eux ont été mis en place par des aventuriers anglais, français et américains, sont incapables de prendre une décision sans l'aval de ceux-là même qui les ont aidés à prendre la tête de leur pays. Voilà la triste réalité. La seule action qui leur est permise est de rappeler leurs ambassadeurs pour consultation. Consulter leurs ambassadeurs pour leur dire quoi? Pour décider de quoi? Rien, à part une dépêche pour les agences de presse. Au-delà de leurs discours soporifiques et à dormir debout sur le droit des Palestiniens à la dignité et au devoir de la communauté internationale de mettre en avant la solution à deux États, concrètement, ils font quoi d'autre? Absolument rien. Les pays arabes, dans leur grande majorité, sont aussi inféodés et soumis à la puissance américaine que la plupart des pays de l'Union européenne. D'ailleurs, posons-nous la question pourquoi certains États de la Ligue arabe n'ont pas décidé de rompre leurs relations diplomatiques, non seulement avec Israël, mais aussi et surtout, avec les États-Unis? Non, ils ne le feront pas et ils ne le feront jamais. Car, d'une manière ou d'une autre, ils sont aussi colonisés, soumis et inféodés aux États-Unis au même titre que ces pauvres bougres de l'Union européenne. À présent, il ne reste plus aux États arabes que de faire exactement comme certains États de l'Union européenne, mettre en avant le droit à Israël à se défendre et à se venger. Et la boucle sera bouclée. Attention, toutefois. Bien sûr que personne n'a le droit d'interdire aux Israéliens de se défendre. Mais, pas en massacrant, sans discernement, femmes, enfants, vieillards et en assiégeant dans des conditions inhumaines une population de 2 millions de personnes. Les partis politiques palestiniens sont divisés sur le dos de leur propre peuple. Au-delà de la Ligue arabe, de l'Union européenne et des États-Unis, les chefs des organisations palestiniennes ont aussi leur part de responsabilité dans ces massacres. D'abord par leur division. Au moins, une douzaine de partis et d'organisations politiques pour 6 millions de Palestiniens. Ça fait beaucoup de chapelles pour moins d'une dizaine de millions de Palestiniens. Depuis la liquidation de Yasser Arafat, jamais dans l'histoire des luttes de libération, on a relevé un émiettement aussi marqué des groupes nationalistes. Il y a toujours eu un parti, une organisation ou un leader qui fédère, au-delà des différences idéologiques, autour de la lutte pour la libération. La plupart du temps, les dissensions et les querelles apparaissent après les indépendances et les libérations dans des luttes internes pour le pouvoir. Manifestement, ce n'est pas le cas pour la Palestine. Et, s'ajoute à cela la corruption des élites, encouragée et entretenue par leurs frères arabes, avec, bien entendu,
la bénédiction des États-Unis et d'Israël. Mais, qui en paye le prix? C'est toujours et de tout temps le peuple palestinien. La plupart des dirigeants de l'Organisation de la libération de la Palestine, du Hamas et du djihad islamique n'ont vraiment pas de quoi se plaindre de cette situation. Ils vivent entre les républiques bananières de l'Union européenne et les pays corrompus du Golfe. La plupart d'entre eux se sont embourgeoisés au point de ternir l'image du révolutionnaire pur et dur. Elon Musk, antisémite? Même le milliardaire Elon Musk, patron de la plateforme X, anciennement Twitter, est soupçonné d'antisémitisme pour avoir laissé passer des messages condamnant l'agression israélienne contre Gaza. De grandes entreprises ont annoncé qu'elles cesseraient de faire de la publicité sur la plateforme X, notamment Disney, Apple et IBM. Quant à la Commission européenne, elle a demandé à ses agences de suspendre leurs campagnes publicitaires sur la plateforme X. De son côté, la Maison-Blanche a également condamné ce qu'elle a qualifié, je cite, de promotion haineuse de l'antisémitisme d'Elon Musk. En fait, l'antisémitisme dont il est question ici est juste une vision moins polluée par la propagande de l'armée israélienne. En réalité, ce n'est même pas une position pro-palestinienne ou un soutien aux Palestiniens. Donc, si on suit bien l'absurdité des dirigeants politiques et des médias mainstream, d'un côté, on doit condamner sans aucune réserve les faux massacres qui auraient été commis par l'armée russe en Ukraine et d'un autre côté, soutenir et applaudir les vrais massacres commis à Gaza par l'armée israélienne. C'est ce qu'on appelle marcher sur la tête. Et, dans ce cas, si les États-Unis et leurs vassaux européens sont des démocraties, alors le système démocratique n'est pas né en Grèce, mais en Corée du Nord, et Kim Jong-un serait le plus grand démocrate de tous les temps. De la fiole de Colin Powell au biberon de l'armée israélienne. Par ailleurs, il y a un sentiment de déjà-vu dans la propagande israélienne dans la médiatisation du flop qui s'est passé à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. La démonstration hyper-médiatisée du porte-parole de l'armée israélienne nous rappelle, à tout point de vue, le délire du général américain Colin Powell qui en 2003, pour tromper l'opinion publique mondiale et justifier l'invasion de l'Irak, a exhibé une fiole remplie d'un jus de fruits devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était pour lui et pour George Bush la preuve que Saddam Hussein utilisait les armes de destruction massive contre ses populations. Le vassal Premier ministre anglais, Tony Blair, a alors applaudi, suivi par la plupart des dirigeants européens, à l'exception du représentant français, Dominique de Villepin, qui n'a manifestement pas digéré cette histoire de fiole, en mettant garde contre les conséquences de l'invasion américaine de l'Irak. L'ancien Premier ministre français a payé au prix fort son audace de contrecarrer la volonté de George Bush. Les Américains ont choisi Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui sous bracelet électronique, comme futur président de la République française. Et c'en est fini de la carrière politique de Dominique de Villepin. Il faut rappeler que l'ex-premier ministre français est une des rares voix discordantes dans le soutien inconditionnel à Israël de la classe politique française. Revenons quelques secondes à l'hôpital Al-Shifa, s'inspirant de Colin Powell, le porte-parole de l'armée israélienne a martelé que dans le sous-sol de cet hôpital était installé le commandement militaire du Hamas. Après d'intenses bombardements, rien n'a été trouvé et le porte-parole est réduit à exhiber, dans un grossier montage, quelques dérisoires équipements militaires de supposés combattants du Hamas. Aucune personne pourvue d'un minimum de bon sens n'y a cru. À l'exception des médias et de quelques irréductibles dirigeants politiques occidentaux, dont le chancelier allemand Olaf Scholz qui, pour des raisons qui relèveraient de secrets personnels entre les mains des maîtres chanteurs de la CIA, a pris pour argent comptant les déclarations de l'armée israélienne. Rappelons que ce même Olaf Scholz s'est tu comme une carpe lors du sabotage de Nord Stream 1 et 2, artères vitales de l'Allemagne. Un cas de déclaration de guerre ou de rupture de toute relation avec les États-Unis pour n'importe quel autre chef d'État qui se respecte et qui défend les intérêts de son pays. Le chancelier Scholz défend les intérêts des États-Unis, pas de l'Allemagne. En fait, le silence coupable de la plupart des dirigeants occidentaux, face au déferlement de la terreur sur les territoires palestiniens ne peuvent s'expliquer que par des chantages, des intimidations et des menaces de dévoiler des choses que les opinions publiques ne devraient pas savoir. Car être l'allié ou l'ami d'Israël ou des États-Unis donne la possibilité d'aller leur expliquer que trop c'est trop et que la retenue est de rigueur.
En Europe, De Gaulle et Chirac l'ont fait en leur temps. Car, ils n'avaient rien à se reprocher sur un plan strictement personnel et par conséquent, il n'y a rien à dévoiler sur leur éventuelle inconduite. Et ce n'est pas le cas de certains chefs d'État de pays arabes et la plupart des dirigeants des pays européens. Vulgairement, c'est ce qu'on appelle être tenu par la barbichette. Tu fais ce que je t'ordonne ou sinon, je divulgue tes secrets. Cela donne l'impression que la Ligue arabe et l'Union européenne ne sont que des cours de récréation pour enfants turbulents, surveillés de très près par le maître d'école américain.